J'ai beaucoup hésité avant de te partager cette vidéo, donc garde ces informations pour toi. Elles seront très précieuses pour le prochain bull run. On va parler blockchain monolithique, modulaire, l'EVM vs SVM, potentiel crypto-pépite et comment Dior. Tu vas voir, ça va être très simple. Si tu débutes, je t'invite à rejoindre ce programme gratuit pour avoir les bases en crypto. Et si tu as un rêve déterminé, tu peux t'abonner à la newsletter quotidienne parce que chaque jour, je te partage un condensé des meilleures actus crypto et quelques réflexions pour se préparer au mieux au prochain bull run. Avant de commencer, nous allons tirer au sort ensemble les 2 grands gagnants du NFT de la collection 1000 Merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. Ça fait plaisir les refs, surtout en bear market où nous sommes peu nombreux. Premier grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Deuxième grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Vous pouvez me contacter par mail avec une adresse ERC20 pour que je puisse vous envoyer le NFT. NFT qui aura beaucoup de valeur au prochain bull run. Maintenant tu connais? Si tu connais pas, je suis ton gars sûr. Et chaque semaine, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des crypto-monnaies. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti frérot, on commence. On va parler blockchain là frérot. La blockchain, elle a 4 couches principales. La première, c'est la disponibilité des données. Alors, je vais écrire en anglais parce que franchement, une des meilleures manières d'avoir des informations pertinentes en crypto, c'est de parler anglais. Donc, comme ça, on s'entraîne. Tu vois ce que je veux dire? Moi, должны говорить по-английски, но я буду говорить по-французски. Alors, cette couche, elle permet aux nodes d'avoir accès aux données pour pouvoir les valider. Donc, les nodes sont toutes les parties prenantes qui contribuent au bon fonctionnement de la blockchain, tous les appareils électroniques qui valident les transactions. Ensuite, il y a la couche de consensus. Alors, l'enjeu de cette couche, c'est de se mettre d'accord sur la manière de valider les blocs, que ce soit le proof of work, preuve de travail, ou le proof of stake, preuve d'enjeu, par exemple. Après, il y a la couche du settlement. Donc là, c'est le règlement. Cette partie, elle gère la sécurité et les éventuels litiges avec une autre blockchain. Enfin, on a la couche de l'exécution qui est là pour exécuter les transactions. Et quand on parle de blockchain monolithique ça veut dire un seul bloc, en fait, ça veut dire qu'on a une blockchain qui gère ces 4 couches. Et parmi les blockchains monolithiques, on peut retrouver des blockchains qu'on connaît, comme Ethereum, par exemple, c'est une blockchain monolithique. On a aussi Bitcoin. Bitcoin, c'est une blockchain, mais aussi une crypto, tu le sais. Et on a aussi Solana. Donc, ces blockchains-là, elles gèrent ces 4 couches en même temps. On va aussi appeler ces blockchains des blockchains de L1. Donc, L1, ça veut aussi dire couche, mais par souci de simplicité, on va les appeler de niveau 1. Donc, celles-ci, ce sont des blockchains L1. Et toutes les blockchains souhaitent optimiser 3 choses. La sécurité, le fait d'être sécurisé, c'est normal, personne ne veut évoluer dans un environnement risqué. La décentralisation, parce que c'est un peu un des concepts phares de la blockchain. Et la scalabilité ou la mise en échelle. Donc la scalabilité, c'est la capacité à gérer beaucoup de transactions sans affecter les performances d'un réseau. Le problème, c'est que les blockchains ne peuvent pas optimiser ces 3 éléments en même temps. Et ces défis ont été mis en avant par Vitalik à travers de ce qu'il appelle le trilemme de la blockchain. Bon, si la crypto ça marche pas, on pourrait être dessinatrice. Et si par exemple on prend l'exemple d'Ethereum et Bitcoin, donc là on va aller les chercher, on a Ethereum qui optimise sur la sécurité et la décentralisation au profit malheureusement de la scalabilité. Donc je mets Bitcoin là. Et si on prend Solana, on a Solana
qui optimise sur la sécurité et la scalabilité au profit de la décentralisation. Donc là, on parle bien sûr de blockchain monolithique. Donc tu l'as compris, ça c'est le système de blockchain monolithique. Une blockchain gère tous ces aspects-là. Et là, on pourrait dire, mais comment résoudre le trilemme des blockchains? Une des manières de le résoudre est de créer ce qu'on appelle des blockchains L2, donc de niveau 2. Pour faire simple, ce sont des blockchains qui vont se construire sur des blockchains L1. Par exemple, si on prend l'exemple des 4 couches de la blockchain, ça voudrait dire que là, la L1, on va prendre Ethereum par exemple, va gérer la disponibilité des données, le consensus et le règlement. Et après, on a la L2, qu'on appelle Rollup, qui va gérer la partie exécutive pour pouvoir scaler et mettre à l'échelle la blockchain. Donc très simple, hein, si on prend par exemple Arbitrum, là je vais écrire Arbitrum, et là Ethereum. Ethereum, c'est une blockchain de niveau 2, de L2, qui est construite sur la base d'Ethereum. Et ces blockchains de niveau 2, on les appelle les roll-up parce qu'en fait, elles regroupent des transactions ensemble pour les passer à la L1 Ethereum à travers ce qu'on appelle un séquenceur. Retiens bien, séquenceur si tu veux creuser. Là aussi, il y a des débats, séquenceurs centralisés ou décentralisés. Là, on va pas s'attarder sur le sujet, mais voilà. Retiens bien qu'il y a un séquenceur qui permet de transférer les informations d'une L2 à une L1. Et on peut voir que dans cette architecture, on a une blockchain de base qui fournit le matériel nécessaire pour qu'une blockchain de couche 2 fonctionne. Et quand on prend cette architecture-là, on a ce qu'on appelle une blockchain modulaire. C'est-à-dire que la blockchain, elle voit ce qu'elle sait faire de mieux, la L2, et elle décide de voir la L1 avec laquelle elle peut s'associer. Comme ça, chaque blockchain se concentre sur sa valeur ajoutée. Et quand on parle de modularité, on peut aussi prendre l'exemple de Cosmos. Alors Cosmos, c'est un peu différent, c'est une layer 0, mais en gros, eux aussi, ce qu'ils veulent, c'est développer la modularité. Donc pour faire simple, une blockchain monolithique, c'est une blockchain qui gère les 4 couches en même temps. Et une blockchain modulaire, c'est une blockchain qui se base sur une couche existante pour se concentrer sur ce qu'elle sait faire de mieux. Et là, je voulais te partager un graphique qui a été publié sur le Twitter de Celestia. Celestia qui est aussi une blockchain modulaire. Là, c'est l'écosystème des blockchains modulaires en 2022. Donc, il y a les 4 couches, la disponibilité des données, le consensus, le règlement et l'exécution. Et là, en 2023, on peut voir que les développeurs ont charbonné pour apporter encore plus de possibilités de personnalisation. Tu vois, là, on était uniquement sur ces 4 couches. Là, on peut même choisir l'infrastructure, le sequencing. C'est pour ça que je te parlais de séquenceur tout à l'heure. Le Rollup Framework, par exemple, on sait que Coinbase avait récemment sorti sa blockchain Base en se basant sur la stack, le framework d'optimisme. On a des Rollup as a service. Maintenant, pratiquement n'importe qui pourrait créer sa Rollup. Et on a aussi des solutions cross-chain. Et là, on a un écosystème encore plus complet des blockchains modulaires. Et donc, attends, là, j'essaie de zoomer. Tu vois qu'il y a l'exécution, le sequencing, order flow, abstraction, proving, bref. Ça, frérot, parmi ces projets, il y a des potentiels pépites à creuser. Mais je voulais qu'on se concentre sur la partie VM. Dans VM, on voit Solana. Mais qu'est-ce que ça veut dire, VM? On va essayer de définir ça ensemble en prenant l'exemple de VM. Tu sais que souvent on dit oui, ces blockchains, elles sont EVM compatibles. Donc en fait, EVM, c'est pour Ethereum Virtual Machine. Donc ce sont toutes les blockchains qui peuvent être compatibles avec la machine virtuelle d'Ethereum. Donc en fait, c'est un logiciel qui... Attends, j'arrive pas à écrire logiciel qui exécute les SC, les smart contracts sur Ethereum. Je t'invite à regarder ma vidéo sur l'abstraction de compte où je te parle un peu des smart contracts. Donc en gros, l'EVM peut interagir avec des entités qui parlent son langage et l'EVM parle le Solidity. Donc moi, si je suis une blockchain et que je te parle en Solidity, en tant que VM, tu vas me comprendre. Donc
Binance Smart Chain est EVM compatible, Avalanche, les L2 comme Optimis et Arbitrum le sont. Mais par contre, si j'arrive et que je te parle en Rust, là, tu vas pas me comprendre parce que tu comprends pas le Rust, à moins qu'il y ait un traducteur entre nous deux. Et le Rust, c'est le langage, un des langages de Solana. Pourquoi je te parle de ça? Là, on va faire une petite pause sur l'évolution de mes thèses d'investissement. Avant, j'étais vraiment hyper centrée sur Ethereum. Je pensais qu'on allait vraiment évoluer dans un écosystème où Ethereum allait dominer et la plupart des blockchains qui allaient se créer allaient tout naturellement se baser sur Ethereum. On sait qu'Ethereum, c'est la blockchain la plus grande en termes de TVL, elle a plus de 50% de la TVL. Mais là, avec les récents partenariats de Solana, je m'y intéresse de plus en plus et parfois on peut voir que Solana a un avantage sur Ethereum. Si on prend l'exemple de Visa, Visa, avant, ils faisaient leur test de stablecoin sur Ethereum, mais ils ont récemment choisi d'explorer le potentiel de Solana parce que Solana, c'est une des blockchains les plus rapides au monde. Donc, je pense que ça vaut le coup de s'intéresser à cet écosystème. Et là, je t'ai parlé d'EVM. Mais ce qui est super intéressant à savoir, c'est qu'il y a aussi des SVM qui se développent. Donc là, ce sera Solana Virtual Machine et on va très rapidement essayer de comprendre la différence entre les deux. J'ai trouvé ce thread qui nous vient de Squad super intéressant, je t'invite à les suivre. Je vais te partager quelques slides essentiels, mais tu pourras lire le thread en anglais. Donc là, comment ils introduisent la SVM? Déjà, ils parlent du Bitcoin qui s'est lancé en 2009, qui a introduit la notion de peer-to-peer, pair à pair, à pouvoir faire des échanges de valeurs sans tiers de confiance. Il y a Ethereum qui a introduit les smart contracts en 2015 et en 2020, on a Solana qui introduit le processing parallèle, le parallèle processing. Et donc, si on se concentre sur la manière dont les EVM processent les transactions, là, elles reçoivent des transactions et elles sont processées une par une. Donc, parfois, il peut y avoir des embouteillages. Ça peut aussi expliquer pourquoi Ethereum est une blockchain assez lente pour valider les transactions. Alors que quand on prend l'exemple de Solana, la SVM peut valider plusieurs transactions de manière parallèle. Et ça me fait penser un peu au sharding. C'est une alternative au sharding. D'ailleurs, ça s'appelle C-Level. Donc, si tu veux creuser, je t'invite à le creuser. Mais quand tu vois ces deux architectures, tu peux comprendre pourquoi certains projets préféreraient se développer sur SVM. SVM qui est un écosystème très naissant. Actuellement, on n'en voit pas beaucoup. Même si tu vas sur Defilama, tu vois qu'il y a beaucoup de blockchains EVM. Il y a même une catégorie spécifique pour les blockchains EVM, mais les SVM, on n'en entend pas encore parler. Pourtant, il y a quelques initiatives qui sont en train de se mettre en place. Par exemple, là, il y a Nitro Labs. Nitro Labs, c'est une optimistic rollup, donc comme Arbitrum ou Optimism, qui utilise la SVM. Tu vois ce que je veux dire? Et eux, leur proposition de valeur, c'est de pouvoir connecter la blockchain SEI à Solana. Bon, je t'invite à creuser, mais on voit un exemple de L2 qui se développe en exploitant la technologie de Solana. Et l'autre projet que je vais partager qui est hyper pertinent, c'est Eclipse. Eclipse est là pour permettre aux développeurs de créer une rollup customisable en utilisant la SVM. D'ailleurs, petit alpha, tu la gardes pour toi. Il me semble qu'ils avaient levé des fonds et là, ils sont en testnet. Si tu as une adresse poubelle, tu peux t'inscrire sur leur testnet. Et frérot, testnet, on sait jamais, hein, testnet, peut-être airdrop ou peut-être récompense. Et j'aime beaucoup la manière dont ils présentent leurs produits parce que là, ils nous parlent des rollups traditionnels. Maintenant, ça, on connaît, on est dans les bails de blockchain, on a compris le settlement, consensus, data availability, exécution. Ça, c'est l'architecture traditionnelle des rollups telle qu'on l'a vue, mais elles ne proposent pas assez de personnalisation. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est apporter un écosystème qui permet de créer des rollups encore plus customisables. Donc là, on a Eclipse qui se base sur la technologie de Solana, le SVM, qui gère l'exécution. Et là, la disponibilité des données pourrait être gérée par Celestia et le consensus plus le règlement, le settlement pourrait être géré par Ethereum. Et ils vont même encore plus loin en disant que tu peux créer ta propre chaîne et avec plusieurs options. Et là, tu vois qu'on commence même à parler de L3 qui serait la couche d'exécution. Donc, dans ce contexte-là, un développeur construirait sa L3 qui se baserait sur la L2 d'Eclipse qui gérerait la partie settlement. Et là, on pourrait avoir
d'autres blockchains pour gérer le consensus et la disponibilité des données. Et l'autre élément encore plus puissant que j'ai trouvé relié à Eclipse, c'est que là, ils veulent construire la Ethereum L2 la plus rapide qui utilise la Solana Virtual Machine. Ça veut dire que là, les blockchains ne sont pas en train d'évoluer en concurrence, mais elles sont en train d'évoluer en harmonie. Et quelqu'un pourra créer son projet, sa blockchain ou son application en tirant parti de l'avantage de toutes les blockchains. Et ça, c'est rendu possible par justement cette notion de modularité. C'est pour ça que c'est selon moi un élément très pertinent. Et là, comme je t'ai dit, tu peux t'inscrire sur le testnet. Après, on va quand même pas s'emballer. Il y a les deux approches ont leurs avantages et leurs inconvénients. Je dirais que un des inconvénients de la blockchain monolithique, c'est qu'elle est beaucoup plus simple à mettre en place. Une blockchain qui gère tout, on n'a pas forcément de problème de compatibilité, mais de l'autre côté, on peut être limité en termes de personnalisation. Alors que si on prend une blockchain modulaire, là, on peut vraiment piocher et choisir les éléments qu'on veut à travers tous les différents plugins qu'on a à notre disposition. Si je prends cet exemple, donc je dis plugin, mais c'est les différentes parties qui constituent une blockchain, et avoir une blockchain qui est vraiment à notre image, customisable. Mais de l'autre côté, ça peut aussi être un peu plus compliqué à développer. En tout cas, à voir comment cet écosystème va évoluer. Mais je voulais juste dire que selon moi, deux narratives à suivre de très près, c'est le développement de l'écosystème des blockchains modulaires, tous les projets qui sont là pour servir cette narrative, et aussi l'autre narrative à suivre, c'est la SVM, surtout si tu es bullish sur Solana. Parce que par exemple, une des manières de diversifier ses investissements est de voir un projet phare qui t'intéresse et regarder les autres projets qui gravitent autour. Et je pense aussi que quand on voit des projets qui se basent sur une technologie principale, ça renforce encore plus le potentiel de la technologie principale de s'inscrire dans la durée. Parce que là, on voit que Solana, en commençant à se créer un écosystème de L2, ça devient une blockchain de plus en plus solide. En tout cas, aucun conseil en investissement, je te partage juste l'évolution de ma réflexion sur le sujet. Et puis là, maintenant, à toi de jouer, faut Dior. Là, c'est le moment de Dior. Et petite alpha que je voulais te partager à la fin, là, je me suis créé une template pour Dior. Template qui sert à analyser le potentiel des cryptos et repérer facilement les projets arnaques. Et dedans, voilà, je te partage vraiment les questions impératives à se poser, les indicateurs importants à analyser, les critères d'évaluation, catalyseurs de hausse. En fait, j'ai recensé toutes les informations que j'ai pu partager de droite à gauche, et dans un seul document hyper clair. Il est initialement disponible dans le Club Alpha, mais si tu veux juste avoir accès à la template, tu pourras la retrouver en description. Alors j'avoue que c'est pas pour tout le monde. Dans tous les cas, toutes ces informations sont disponibles 100% gratuitement sur internet. Mais si tu veux avoir mon condensé et mon résumé sur un seul document qui sera mis à jour de manière régulière, tu peux la télécharger. Je vais pas dire le prix parce que je sais que le prix va évoluer au cours du temps, mais en tout cas là c'est le moment de Dior. Tu as tous les outils sur mon site. Tu trouveras aussi une liste d'outils gratuits. Mais si tu veux avoir un tutoriel et la Dior template avec un plan étape par étape, en tout cas le plan que moi je suis, tu retrouveras le lien en description. Et dans le Club Alpha, je te partage aussi les pépites que je commence à suivre reliées à l'écosystème Solana. Je terminerai en te disant que en crypto, il faut toujours remettre en question ses thèses d'investissement en fonction de la manière dont évolue le marché, et surtout quelque chose de très important à faire, c'est que pour ne pas être biaisé, pour ne pas avoir notre biais positif qui prend le dessus, il faut aussi analyser des éléments bearish, parce que rien n'est sûr, même si on est bullish sur le potentiel d'une crypto, même si une crypto a la meilleure technologie, les meilleurs partenariats, elle peut redescendre à la cave. La crypto, c'est un écosystème très risqué. Normalement, tu le sais, tu ne dois pas investir plus que ce que tu peux te permettre de perdre. Là, je te partage des réflexions à titre informatif, aucun conseil en investissement. En tout cas, partage-moi tes retours en commentaire et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.